ensemble. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission L'invité, consacré aux orientations et développement pour la période 2026-2033. Ce samedi 21 mars 2026, le candidat de la mouvance présidentielle, Roméo Wadaï, était face aux Béninois pour présenter son projet de société. Un programme structurant, ambitieux et porteur d'espoir, articulé autour de trois priorités majeures. La priorité numéro un, le bien-être social pour tous. La deuxième priorité, une économie diversifiée et compétitive. Et la troisième priorité, la cohésion nationale et la sécurité. Et c'est de ça que nous parlerons dans cette émission. Et pour en parler, je reçois pour vous Mathurin Acha, rédacteur en chef du web média Africa Pro. Il sera avec Yedafou Koutchemen, que je ne présente plus sur ce plateau. Il est également journaliste. Chers invités, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bonjour Laurent. Alors, vous avez vu le ministre d'État Roméo Wadaï face aux Béninois hier au Palais des Congrès. Il a présenté son programme, que dit son projet de société, un one-man show. Je suis tenté de vous demander, Yedafou, si vous était demandé d'apprécier la posture du ministre d'État qui a présenté ce programme, la posture, la maîtrise du sujet, est-ce qu'on peut en parler? Je crois qu'on a vu tous hier un candidat qui, face à son public, semble bien maîtriser son sujet. Et il a présenté les grands axes, les grandes orientations et ses ambitions si éventuellement les Béninois lui accordaient leur confiance. Et lorsque vous regardez la posture, la confiance qui se dégageait dans sa prise de parole, la façon dont il s'est adressé et chaque subtilité relevée, vous comprenez que c'est quelqu'un qui maîtrise le sujet. Et cela ne devrait d'ailleurs pas étonner, en ce sens que voilà quelqu'un qui vient de faire 10 ans en tant que ministre des Finances, et donc au fait de la gouvernance pendant 10 ans, et donc faisant partie de ceux qui ont transformé le nouveau départ en Bénin révélé, donc en programme d'action, et puis ayant contribué à sa mise en œuvre. Donc il sait mieux les critiques que les Béninois ont portées à cette gouvernance, à ces deux programmes d'action du gouvernement qui ont été exécutés ces 10 dernières années, et il sait mieux ce qui reste à faire, d'accord? Et maintenant, sur cette base, il a pu faire une proposition, et ce qui est heureux, vous notez que c'est une proposition qui est en cohésion, donc en synergie avec la vision prospective Bénin 2060 à l'AFIA. Et bon, dans le déroulement de la discussion, nous allons apprécier chaque aspect des propositions que le candidat a faites pour nous séduire. Mathurin Acha, un candidat qui maîtrise son sujet, prêt pour le job. Vous l'avez certainement suivi avec beaucoup d'attention. Je veux bien croire que vous avez été aussi séduit autant que beaucoup de Béninois, même si vous êtes journaliste et que le journaliste n'est pas... Merci Laurent. J'ai suivi le ministre, candidat à l'association de Patrice Talon, et je voudrais déjà dire que ce n'est pas facile de postuler à l'association d'un homme d'État comme celui-là qui s'apprête à quitter la Marina. Sur ce que j'ai vu hier, bon, ma petite, en tout cas dans ma posture, ça ne compte pas vraiment, mais je suis sûr que dans l'ensemble, Roméo Wadaï certainement aura rallié à sa cause des indécis. Des indécis parce que jusque-là, bon, il y a beaucoup qui attendaient, et parce que, je l'ai dit, je suis un média de la place aussi, Laurent, ce n'est pas un projet de société, mais là, il vient d'ouvrir le débat d'idées, il vient avec des idées claires, précises et concrètes. On a vu un projet structuré, avec des priorités claires. Reste à savoir maintenant, un projet, ça reste un projet. Un candidat, c'est pas forcément un président. Pour dire tout simplement qu'il y a un grand fossé entre
un projet de société et l'action de gouvernance. Donc, on attendra de voir. Alors, quand on regarde les priorités, hein, il y a le bien-être social pour tous, il y a quand même une économie diversifiée et compétitive. On a pu voir, quand on parcourt le document, on a vu l'ambition du gouvernement, en tout cas, l'ambition du candidat qui certainement sera concrétisée. Mais la priorité numéro 3, c'est la cohésion nationale et la sécurité. Quand on suit un candidat de cette envergure qui reconnaît qu'il y a des problèmes, mais qui met la cohésion sociale et cohésion nationale et la sécurité en troisième position, n'est-ce pas un contraste par rapport au fait qu'ils reconnaissent qu'il y a un problème à régler? Tout est priorité. Et je crois que l'ordre, selon moi, importe peu. Cependant, la priorité numéro 1, lorsque vous prenez ça, et lorsque vous prenez la priorité numéro 3, même la priorité numéro 2, vous vous rendez compte que les 3 priorités sont complémentaires. Et on ne peut pas agir sur l'un sans agir sur l'autre. Donc, l'ordre importe peu, mais ici, lorsque sur le plan social, ça ne va pas, ça impacte directement, ça influe directement la priorité numéro 3. Mais lorsque vous améliorez la priorité numéro 1, indirectement, vous agissez sur la priorité numéro 3. Et lorsque vous agissez sur la priorité numéro 2, qui est investissement, économie diversifiée et consort, ça, je le rappelle, et la priorité numéro 1, c'est bien sûr le bien-être social et tout. Vous vous rendez compte que lorsque on agit sur ces points, on agit forcément sur la cohésion sociale. Parce que qu'est-ce qui amène la cohésion nationale? Parce que qu'est-ce qui pose problème? Qu'est-ce qui amène qu'il y ait problème au niveau de la cohésion nationale? C'est parce que au niveau social, ça ne va pas. C'est parce que au niveau économique, ça ne va pas. Et lorsque vous voyez un candidat proposer, en tentant de nous séduire, que lui, en termes de social, il va agir sur la santé. Et en allant jusqu'à dire désormais... La création du chip. Moi, je ne parle pas de ça, mais lorsqu'il dit désormais... lorsque vous venez en urgence, il faut vous soigner d'abord et après, on parlera du coup. C'est important. Si vous arrivez s'ils arrivent à mettre, au cas où les Béninois vont croire à ce qu'il a proposé et donc lui feront confiance, s'il arrive réellement à agir sur ce point, ne pensez-vous pas qu'il agit sur la cohésion sociale? Lorsque, sur le plan économique, il parvient à coordonner et à mettre en synergie l'emploi et l'offre de l'emploi et la formation. Lorsque les jeunes qui sortent des centres de formation sont systématiquement casés ou on les oriente pour qu'ils puissent créer leurs propres entreprises, vous ne pensez pas que ça agit sur la... Donc, ce n'est pas l'ordre, mais le plus important, c'est sur quel levier on peut agir et agir de façon concomitante sur plusieurs leviers, sur plusieurs aspects, sur plusieurs priorités. C'est de ça qu'il est question. Et moi, je crois que, honnêtement, lorsque il dit sur le plan de l'éducation, nous allons poursuivre les réformes. Sur le plan de la formation technique et professionnelle, nous allons beaucoup plus professionnaliser l'enseignement secondaire et consort. Et lorsqu'il propose un certain nombre d'axes, lorsqu'il est conscient désormais, parce que lorsqu'il parle, lorsqu'il a raconté l'histoire de ce jeune homme qu'il aurait rencontré 2 fois et consort, lorsqu'il reconnaît, lorsqu'il reconnaît de façon implicite que le jeune a été mal orienté, cela veut dire que notre système, et il reconnaît implicitement que le système éducatif a un problème. Il pose un problème du système éducatif qu'il faut régler. Et donc, lorsque on agit sur ces points, forcément, on agit sur la cohésion. Et donc, pour moi, l'ordre, ce n'est pas le plus important, mais sur quoi agir. Et comme je l'ai dit, je pense qu'il nous propose un projet qui est la continuité des différents PAG que le président Patrice Talon a pu mettre en œuvre. Donc, avec sa participation active. Justement, je l'ai dit, et donc il promet continuer l'œuvre qui est en cours, améliorer et puis mieux satisfaire les Béninois. Et sans doute, ce sera un point
il pourrait gagner des points auprès des investisseurs et auprès d'un certain nombre d'acteurs politiques et économiques. Oui, Mathurin Acha, on sait très bien que ce qui amène souvent des problèmes, c'est parce que les gens ne se sentent pas bien chez eux, les gens ne sont pas bien traités dans les hôpitaux, les gens n'ont pas trouvé à manger, les fonctionnaires qui n'ont pas eu augmentation de salaire, les policiers qui peinent, en tout cas, à joindre le bout des difficultés, les producteurs qui, évidemment, veulent vendre leurs produits à un prix qu'ils ont fixé eux-mêmes. Donc, c'est le bien-être social. Oui, évidemment, dès lors que ces problèmes ne sont pas réglés, il y a toujours des tensions. Et donc, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, réellement, oui, en mettant le bien-être social en première priorité, et puis après, mettre la cohésion nationale et la sécurité en priorité numéro 3, en réalité, ça ne pose aucun problème? Bon, dans le fond, pour moi, ça ne pose aucun problème. Mon vis-à-vis l'a rappelé, et l'ordre, vraiment, ça importe peu, mais ça dépendra de comment nous allons agir sur ces leviers-là pour avoir de meilleurs résultats. Moi, je voudrais d'abord notifier que Romuald Wadani marche un peu sur les œufs parce que dans sa présentation, vous constatez que voilà un monsieur qui d'abord assume les résultats qu'ils ont eu ces dernières années, mais reconnaît implicitement qu'il y a quelques erreurs, je sais, je me permets de le dire, qu'il y a quelques erreurs qu'il faut essayer de corriger. Et c'est pour ça que maintenant, dans sa proposition aussi, il fait tout pour ne pas se démarquer de manière radicale avec ce qui se faisait déjà, dont il est un des piliers. C'est très important. Dans le projet, vous voyez qu'il est mis ce qui est en train d'être fait, c'est-à-dire ce qui a d'abord été fait, ce qui est en train d'être fait et les nouveaux projets maintenant. Ça voudra dire c'est un projet, une certaine continuité de la rupture avec de nouvelles idées. Donc, si je l'ai vu quand il a parlé quand on parlait de bien-être social, oui, c'est vrai. Vous savez, ces dernières années, on est resté dans une dynamique de montrer aux autres que vraiment que le pays a pris son développement, a pris son envol. Maintenant, est-ce que ce que nous avons au plan économique, est-ce que les chiffres concordent réellement avec la réalité du terrain? Et le ministre, il a reconnu, il dit désormais que oui, nous avons atteint 7% et il ne savait pas qu'un jour il serait candidat, mais il avait déjà dit qu'il fallait aller à cette barre-là pour que chaque Béninois puisse sentir les fruits de la croissance économique. Mais aujourd'hui, on a atteint les 7%, oui, en 2025 et les prospections nous annoncent déjà encore au-delà de 7% en 2026. Maintenant, la question est là. Est-ce que les Béninois, dans les régions les plus reculées du Bénin, sentent réellement que, attention, cette croissance nous profite? Et c'est justement là qu'il faut agir sur ces leviers-là. Il parle de l'extrême pauvreté. C'est l'une des préoccupations qui, pour moi, doit être prise au sérieux. C'est pourquoi votre question a tout son sens. Même si nous sommes d'accord que, attention, ces priorités vont de pair, c'est important aujourd'hui d'agir sur ce levier-là. Évidemment, je reste avec vous, parce que beaucoup d'acteurs politiques appellent au dialogue, même si aujourd'hui, on sait très bien que le Parti démocrate montre une position assez mitigée. Doit-il soutenir Wadani ou pas? Mais évidemment, est-ce qu'aujourd'hui, l'appel au dialogue doit primer sur toute autre action avant même d'engager d'autres réformes après son élection en avril prochain? Oui, en fait, la gouvernance, ce n'est pas seulement les chiffres, ce n'est pas seulement l'économie, c'est aussi les hommes. C'est le management des hommes. Et même si Romuald Wadani, on estimait qu'il n'est pas ce politique raffiné qui pouvait tenir tout. Oui, mais attention, il sait, il connaît les enjeux. Chaque mot utilisé, il y a beaucoup de mentors d'ailleurs. Celui que moi j'ai vu, il y a le candidat que j'ai regardé hier à la télévision, je vous assure, c'est quelqu'un qui sait que, attention, au niveau du dialogue, au niveau des questions de liberté, au niveau de la démocratie, il y a un problème. Même s'il ne l'a pas dit directement, implicitement, nous entendons que, attention, désormais, il faut essayer de revoir ou appeler les Béninois à discuter. Il a dit, je serai le garant des libertés. Il dit qu'il va respecter les libertés civiles et qu'on appelle d'expression, civique et individuelle, civile ou bien collective et individuelle, j'y arrive, les libertés collectives et individuelles, j'y arrive. Donc, c'est quelqu'un déjà qui sait que, attention, c'est vrai, le président Patrice Talon a mis le pays sur les rails de développement, mais un régime ne peut pas tout faire. Peut-être que moi, en tant que citoyen, je dis, si ce monsieur a péché sur un plan, c'est sur les questions de démocratie et de gouvernance, c'est sur les questions de liberté et de démocratie. Donc aujourd'hui, s'ils sont sur ce point, celui qui est quand même son candidat, celui qu'il soutient, reconnaît qu'il faut aller dans un sens afin de permettre à tous les Béninois de s'asseoir autour de la même table et de discuter, c'est déjà un point gagné. Ne pensez-vous pas que le dialogue devait primer puisque toute autre action quand il serait élu d'abord? Pourquoi le dialogue va primer? C'est moi qui pose la question. Parce que
Est-ce que le dialogue règle le problème de l'extrême pauvreté? Est-ce que le dialogue règle le problème des patients prisonniers dans les hôpitaux? Est-ce que le dialogue règle le problème des paysans? Le dialogue, c'est pour le bien-être des politiciens. Le grand peuple a besoin d'action. On ne peut pas mettre les politiciens comme une priorité absolue avant la grande masse. C'est une question que je pose. Et je réponds à votre question. Et je vous dis, pour moi, le dialogue, oui. Mais le dialogue ne peut pas primer sur des actions sociales. Ça ne veut pas dire forcément qu'il faut tout arrêter et aller au dialogue. Mais en même temps qu'on enclenche le débat, il faut quand même aller au dialogue. Mais juste là, on est dans le cadre d'un projet. Et ce projet de société, ce n'est pas encore un programme d'action où tout est planifié. On n'est pas encore dans le cadre d'une planification. La preuve, quand vous prenez le document, moi j'ai lu sommairement, vous ne voyez pas d'indicateurs chiffrés, vous ne voyez pas d'indicateurs qui puissent nous permettre de suivre la mise en œuvre. Ça veut dire quoi? Ce projet doit être transformé ou décliné plus tard en programme. D'accord, en programme d'action. Et pour le moment, on parle d'un projet. Ce sont les ambitions d'un candidat. Et le candidat dit, j'estime que les Béninois ont un problème social. Il faut continuer les réformes, il faut diversifier l'économie. Et maintenant, il vient, en termes de cohésion et autres, il vient parler de démocratie, de liberté, et des médias et autres. Mais on ne peut pas dire que parce que les politiciens, quel que soit ce que un chef d'État ou un candidat va proposer, tout le monde ne sera jamais d'accord. La gouvernance, ce n'est pas l'unanimité. D'accord? Donc, quel que soit ce qu'il va faire, politiquement, il y aura toujours des gens qui ne seront jamais d'accord. C'est pour cela que dans toutes les démocraties, il y a ce qu'on appelle la gauche, la droite, les centristes et même, il y a les extrémistes. La gouvernance, ce n'est pas l'unanimité, mais c'est quand même des concessions. Ce sont des concessions. D'abord, je voudrais revenir rapidement sur le développement de l'EDAFO. Vous savez, moi, par nature, je suis social-démocrate. Par nature, je suis social-démocrate. Et je suis frustré qu'ils disent, je suis frustré d'entendre que le dialogue, que c'est pour les politiciens, c'est faux, c'est archi faux. Nous sommes sur un média sérieux, je ne peux pas concéder ça. Rapidement, je vous démontre que ce n'est pas pour les politiciens. Qui sont ceux qui réclament le dialogue? On va laisser, je réponds. J'ai mon temps de parole. Je vous démontre que ce n'est pas un problème des politiciens. Écoutez, quand on parle de dialogue, les acteurs sociaux, vous travaillez avec eux comment? Si vous ne dialoguez pas. On a reproché à des régimes ici de n'avoir pas dialogué avec les acteurs sociaux. Si quand vous prenez les centrales syndicales, quand vous prenez le problème des AME, vous pensez que vous pouvez aujourd'hui gouverner simplement le Bénin sans dialoguer avec ces gens-là? Ce n'est pas possible. Le dialogue, c'est pourquoi je dis encore que votre question a tout son sens. Où ça va se situer? On peut le mettre en dernière position, ce n'est pas un problème, mais il faut à chaque fois savoir que nous devons agir sur ce levier-là, même si vous voulez discuter avec des partenaires socio-économiques. Vous pensez qu'il y a des financiers aujourd'hui à l'international qui viendront investir au Bénin quand il y a des bombes partout? Vous pensez qu'aujourd'hui, dans la sous-région, les gens vont quitter les institutions de Bretton Woods pour venir nous accorder des prêts quand ils savent que, attention, ça bombarde, quand il n'y a pas la sécurité, quand ils savent que d'autres Béninois vont passer par derrière pour aller saccager ou bien pour aller détruire ce qui est en train d'être proposé? Quand on dit dialogue, il faut que les gens comprennent, ce n'est pas un problème de politiciens, c'est pour le bien-être de tous. Si dans notre pays, on peut ne pas être d'accord, c'est ce que je dis souvent, mais la République doit tenir debout. Si nous ne sommes pas d'accord, ce n'est pas pour ça que nous allons. Non, c'est notre pays à nous tous. Mais pour que eux, leur majorité ait de sens, il faut qu'il y ait une minorité. Et avec cette minorité, on doit discuter. On doit proposer ensemble. Moi, j'ai toujours vu, à côté de nous, le géant de l'Est, le Nigeria, je vois des acteurs politiques, des acteurs économiques, ceux qui tiennent même l'économie du Nigeria, ils sont, à chaque mois, ils sont presque à la présidence de la République pour discuter avec le président. Je ne veux pas évoquer des noms ici pour nous ramener dans l'histoire. On sait, en 2016, on sait comment ça s'est passé. Mais si ces acteurs aujourd'hui sont encore dans ce pays, mais qu'est-ce qu'ils ne vous disent pas qu'on va encore créer plus de richesses? C'est pour dire que le levier, pour moi, le dialogue, il est important et il doit être
même au-dessus de toutes ces priorités là qui ont été Je crois que énumérées nous dans le allons projet. évoluer avec cette question de dialogue parce que ça risque d'amener dans d'autres sens. Mais je voudrais déjà vous dire, évidemment, le social aujourd'hui, comment pensez-vous que les actions prévues dans ce programme-là peuvent vraiment impacter les populations vulnérables? Parce qu'évidemment, on a pu voir les réformes engagées depuis 2016 jusqu'en 2026 et on a pu voir que le président Patrice Talon avait une bonne vision pour le développement pour son pays, sauf que les actions du social, on a dû attendre que vous souvenez de cette période où il fallait serrer la ceinture, on a se desserré et puis après il y a le projet Arche, il y a un certain nombre de réformes qui ont contribué à aider la population, les transferts monétaires aux jeunes filles, le projet Bemisoké, un certain nombre de choses. Mais malgré tout, il y a que tout n'est pas encore rose. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Rohmy Wardini vraiment peut maintenant régler le problème à 100%? Régler le problème social, c'est d'abord, comme je l'ai dit précédemment, agir sur un certain nombre d'indicateurs, de secteurs. Et lorsque vous prenez le secteur agricole, lorsque le paysan qui produit difficilement a du mal à placer ses récoltes sur le marché, il est frustré, ça pose un problème. Et donc, agir sur ce levier pour lui faciliter le travail agricole, pour lui faciliter la mise en marché et pour lui permettre d'augmenter son revenu, c'est agir sur l'extrême pauvreté. Parce que lorsque on parle d'extrême pauvreté, c'est généralement, c'est beaucoup plus dans les milieux ruraux qu'on assiste à cela. Et l'État ne saurait jamais distribuer de l'argent. Et comme vous le savez, vous l'avez rappelé, le projet Arche. Et je crois que dans le projet, il y a où le candidat parle même d'avoir une véritable assurance sociale. D'accord. Mais comment est-ce qu'on finance l'assurance sociale? Ça veut dire qu'il faut améliorer les moyens de production des acteurs économiques. Il faut améliorer le revenu des acteurs. Et lorsque vous améliorez le revenu des acteurs, facilement, ils vont souscrire à des polices d'assurance. Donc, et un certain nombre de choses pourront être faites. Et je crois que, et c'est d'ailleurs pour cela que je dis, pour moi, et je ne crois pas qu'il n'y ait pas de dialogue au Bénin. C'est les politiques, c'est le dialogue politique qu'il a manqué. Parce que à chaque débat budgétaire, nous voyons les acteurs économiques, nous voyons des acteurs sociaux qui opinent et qui font des propositions. Et c'est aussi ça. Et ces propositions de... mais écoutez, depuis plusieurs années, il n'y a plus autant de débats sur le... budgétaire. À quel moment les acteurs sociaux influent sur le débat? Si ce n'est pas prévu dans la loi des finances, on ne peut rien. Et donc, c'est à ce moment-là que ces acteurs-là se prononcent. Et ils ont été chaque fois invités à faire des propositions. Et nous, en tant que journalistes, dès que le projet de budget sort, nous allons vers eux, nous les écoutons, ils nous disent effectivement, nous avons fait telle proposition, tel aspect est fait en matière d'impôts, de taxations, nous sommes d'accord, ça là, nous ne sommes pas d'accord, ainsi de suite. Oui, les acteurs, la preuve, je ne veux pas indexer, mais les travailleurs, ils essayent, ils viennent, ils disent ce qu'ils pensent et ils relèvent les insuffisances. Bon, je ne veux pas parler du cadre formel qu'ils ont mis en place. Il y a un cadre formel qui est mis en place. Oui, et c'est pour cela que quand j'ai parlé, j'ai insisté sur les acteurs politiques. Et donc, lorsque vous agissez sur un certain nombre de leviers qui concernent directement la grande masse, vous dégelez les tensions. Est-ce que lorsque quelqu'un mange correctement, il aura le temps d'être frustré pour que lorsqu'un investisseur vienne, il aille saboter les investissements? Évidemment, c'est ce qui est souhaité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les populations les plus vulnérables seront véritablement impactées? On a pu voir, il y a beaucoup d'actions, mais on a compris que malheureusement, il y a une frange de la population assez vulnérable qui n'est pas encore totalement touchée. Et même au niveau des travailleurs également, les AME qui continuent de réclamer, le personnel de la santé qui réclame, les fonctionnaires qui réclament également, les militaires qui réclament également. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que Rohmy Wardini en 7 ans,
peut déjà pousser vraiment loin ces problèmes, régler ces problèmes. Oui, Laurent, déjà dans ce projet, il y a un aspect qui, pour moi, peut lui permettre quand même de toucher un peu les Béninois qui sont dans les régions les plus reculées. Quand il parle de son projet de ce redécoupage-là en région, c'est important. Dans nos pays, souvent, ce que nous faisons, c'est que l'État est centralisé, les services sont centralisés, le pouvoir n'est qu'à dans les capitales. Mais aujourd'hui, avec ce système, ce découpage-là, je pense que la création de ces régions va permettre à ce que les richesses, parce qu'il a expliqué que les richesses de ces régions-là vont réellement servir au développement de ces régions. Quand vous avez pris le cas des agriculteurs tout à l'heure, quand vous allez peut-être dans mon Koufou natal, quelqu'un qui produit là, et il a la possibilité de vendre ces produits, il y a le développement qu'on appelle des infrastructures routières aujourd'hui, donc ça leur permet d'atterrir rapidement dans l'Atlantique, quelque part là pour vendre leurs produits. Mais aujourd'hui, si on crée et que le grand modo revient, avec des industries qui vont accompagner, comme Dafou l'a expliqué, qui vont accompagner ce développement-là, je crois que du moment où il y a cette production de richesse et la transformation, même si ce n'est pas à une échelle tellement élevée, et une certaine transformation de base qui se fera en même temps sur place, ça impacte la vie des populations directement. Il a dit, l'État ne va jamais distribuer de l'argent à qui que ce soit, mais les politiques qui seront mises en place vont permettre à ce que, si je suis même petit producteur d'un village, que ce que je produis, que ce que j'apporte à l'économie puisse immédiatement réjaillir sur moi. Et c'est déjà là le nœud même de la question. Parce que quand nous allons continuer par gouverner le Bénin depuis Cotonou, depuis Porto-Novo ou depuis Abou Calavi, ça ne va jamais marcher. Pour que ces gens-là soient touchés. Et j'attends de voir si dans ce redécoupage-là, on permettra à ce qu'il y ait peut-être je ne sais pas s'il y aura une industrie, peut-être des trucs à la base quand même, pour gérer via le coton, pour que le cotoculteur de Karimama ou de Gogounou puisse quand même participer en même temps à une certaine transformation sur place. Ça crée de l'emploi directement. Donc, mais évidemment, le candidat a évoqué quand même la question de la zone industrielle au niveau du pays, la GDIZ, quand même aujourd'hui, qui est quand même un label béninois apprécié dans la sous-région, visité par tous les amis du Bénin qui viennent au Bénin aujourd'hui. Il y a que, quand on regarde un peu aujourd'hui, il y a des choses à améliorer. Là, il en a parlé. Ne pensez-vous pas qu'il vaut mieux aller continuer à moderniser ce site-là, à l'agrandir plutôt que d'aller encore dans les régions? Je crois que sur ce terrain, c'est un peu sensible. Mais ce que je retiens, en tant que spécialiste de l'économie, ce que je retiens, c'est que, oui, c'est une expérience. Et il n'y a pas que ce pôle au Bénin. Lorsque vous interrogez l'histoire du Bénin, depuis le colonisateur déjà, il y a ce qu'on appelle des pôles de développement. Et vous allez vous rendre compte que le colonisateur avait même, moi j'ai déploré le fait que ce soit à Glo qu'on ait installé, qu'on soit en train de créer une nouvelle ville à Glo. Parce que dans l'histoire du Bénin, une région était déjà identifiée pour abriter la zone industrielle ou abriter la plupart des industries du Bénin. La zone franche industrielle. Je ne parle pas ça c'est récent. Oui. Ça fait partie des désorganisations de ceux dont on parle. Puisque lorsque vous prenez le colonisateur, tout ce qu'il a mis en place comme industrie, à part les industries de transformation de palmiers, vous allez voir, à Boïcon, il y avait transformation du bois, transformation du riz, fabrication de sacs de jute, et puis en 2005, je crois, ou en 2004, il y avait eu ce qu'on a appelé zone industrielle à Boïcon et tout. C'est vrai que la priorité des acteurs politiques évolue suivant leurs orientations. Mais déjà, ce qui est intéressant, et qui a commencé dans le secteur de l'agriculture, que je crois le candidat Wadaï voudrait globaliser avec d'autres, avec l'ensemble du secteur économique. C'est déjà que lorsque vous prenez le secteur agricole, ça a été, le Bénin a été divisé en 6 pôles agricoles. Et lorsqu'il propose... Les ATDA. Voilà. Lorsqu'il propose aujourd'hui de regrouper 2 départements
pour en faire des régions, donc des pôles de développement. Et vous allez voir que ce qu'il a proposé comme schéma rentre également en synergie avec le schéma déjà engrangé avec le secteur agricole. C'est pour cela que j'ai parlé de continuité de ce qui se fait et d'amélioration de ce qui se fait. Et donc, lorsque, par exemple, on prend une région, d'accord, qui déjà est spécialisée. Lorsque je prends en termes d'agriculture, toutes les régions n'ont pas les mêmes spécialités. D'accord. Lorsque, par exemple, les zones cotonnières, parce qu'il a évoqué le sujet, au lieu que le coton égrené, par exemple, à Banikwara ou à truc là, ou à Aniki, par exemple, puisse traverser tout le Bénin pour venir à Glo, pour être transformé, pour être d'abord subi la filature, transformé en tissu et autres. Si déjà dans la zone septentrionale ou même un peu plus au centre, et c'est justement pour cela que j'ai dit qu'il faut interroger l'histoire du Bénin pour comprendre pourquoi le colonisateur avait fixé dans la zone centre, donc dans la zone de Boïcon, avait concentré les industries. C'est pour comprendre que lorsque vous faites tout cela et que vous transformez, non seulement vous créez de l'emploi, et c'est là... Dans les régions. Vous créez des emplois. Les autres rurales, vous créez des emplois, d'accord? Vous créez des emplois dans ces régions et vous maintenez sur place les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que GDIZ fait? Les gens sont obligés de quitter Parakou, quitter Niki pour émigrer vers Glodjibé. Et c'est pour cela que j'ai parlé de la création d'une nouvelle ville dans cette zone. Et donc, ça permet de maintenir les jeunes sur place. Et lorsque les jeunes restent sur place, ils font la consommation sur place. Et justement, c'est l'impact, c'est la synergie entre les actions. Lorsque vous consommez, la production agricole est boostée localement parce que lorsque le producteur se rend compte que sa production cette année n'a pas pu satisfaire totalement les demandes, il a envie d'augmenter, il a envie d'aller à la quête d'améliorer sa technologie ou les itinéraires techniques pour faire plus et pour satisfaire la demande. Et c'est cela. Donc, créer la demande, c'est aussi maintenir les jeunes sur place, les amener à consommer. Et les amener à consommer, c'est de leur permettre de gagner de l'argent sur place. Justement, Yeda Foun en parlait si bien parce qu'évidemment, quand on regarde la GDIZ, beaucoup de matières premières qui viennent de la partie septentrionale sont transformées à Cotonou, pendant que beaucoup de jeunes du sel localité, notamment Bassila, Djougou et autres environs, ça donne à l'immigration clandestine avec tous les risques que cela implique. Les zones rurales, tout ce que nous connaissons, évidemment, oui, c'est une vision, permettre à ce que dans les régions, des pôles de transformation soient créés. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que, en suivant le candidat bien sûr, que ce problème pourrait être vraiment réglé et que le problème de l'insertion des jeunes dans l'emploi puisse être réglé? Parce qu'évidemment, il y a un problème, on l'a suivi quand même, hein, il y a un problème de compétences qui se pose chez nous. Le chef de l'État, Patrice Talon, avec son gouvernement, on parlait de création de lycées, ça peine à prendre, il vient, il sera là dans quelques semaines, lui, Robert Ouadani. Pourra-t-il vraiment combler ce vide? C'est complexe, c'est complexe. Le développement, c'est un processus. Mais le vrai problème, c'est quoi? Et Yeda vous l'a expliqué, cette capacité qu'on aura si la création des pôles économiques de développement, si ça prend la possibilité d'avoir des jeunes sur place dans ces localités-là, parce qu'un jeune aujourd'hui qui vient à Glodjibé, il doit louer, combien il gagne et tout. En fait, il est vrai, Robert Ouadani a souligné qu'on ne va pas déplacer le problème, c'est important. On ne va pas déplacer le problème. Nous allons essayer de trouver des solutions et des solutions locales sur place. Si celui qui cultive, comme on sait que dans notre pays, tous les départements ne cultivent pas les mêmes choses, les saisons ne sont pas les mêmes dans les localités. Si vous prenez un plateau et qu'on a la possibilité de maintenir les jeunes quelque part à Kétou ou bien dans Ifani là-bas, ça permet à ce que, au lieu que tout le monde
converge vers Porte-Nouveau ou bien vers Pomisrete ou à Semekoudi, on crée encore un nouveau pôle qui permet de développer. Une fois que les gens viennent dans cette localité, c'est comme les universités, quand on créait des universités un peu partout, même si on avait estimé que c'était pas bien, mais il y avait quand même une nouvelle ville, il y a un nouveau cadre qui est tracé, un nouveau cadre urbain qui permet aux gens de se converger vers cette zone-là. Donc, quel que soit ce que nous allons dire, il y a une logique dedans. Sur la question de l'emploi, je disais que c'est complexe tout simplement parce qu'il faut agir d'abord sur la formation. Il faut qu'il y ait... Évidemment, mais il a annoncé, il y a des actions quand même sur la formation. Oui, c'est pas en un clic. Parce qu'il a donné l'exemple quand même du jeune qui était mal orienté. Oui. En fait, le vrai problème de gouvernance que nous avons, c'est que c'est des questions qui touchent à des intérêts. Je suis désolé, mais je suis pas spécialiste, mais ça fait partie de ce que j'ai vu au quotidien. Ce sont des questions qui touchent à des intérêts. Il y a des filières aujourd'hui où on sait quand même que bon, cette filière, honnêtement, il y a tellement de diplômés dedans où on peut peut-être ne serait-ce que fermer. Je ne sais pas s'il faut fermer peut-être sur 5 ans ou sur 10 ans pour permettre à ce que l'existant puisse déjà être utilisé avant de penser peut-être à rouvrir après. Si nous continuons de former, bon, je ne vais pas citer de filière, mais des gens qui n'ont pas d'aptitude, qui n'ont pas de compétences, qui ne vont uniquement que se tenir debout pour parler français, c'est dangereux pour la société. Et c'est le cas qu'il a cité. Donc du coup, si ensemble, les acteurs du secteur éducatif peuvent quand même se réunir, nous proposer quelque chose de concret. Parce que lui, il a déjà décliné une vision, mais il ne sera pas à l'opérationnel. Malheureusement, il ne sera pas à l'opérationnel. Là, c'est des recteurs, c'est de grands cadres de l'éducation nationale. Il est vrai qu'on a quand même un truc qu'on appelle un creuset maintenant qui s'occupe de ça. Donc, dans l'ensemble, c'est pas aussi facile à gérer et on verra, comme il a quand même un mandat aussi long, maintenant on va il fois à souligner ça, on va voir la manière dont ça va être mis en œuvre. Et si progressivement, peut-être quand les lycées vont prendre, on verra, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, on aura les résultats de ces politiques sectorielles-là qui vont nous amener maintenant à une certaine professionnalisation de l'emploi. Nous avons parlé de dialogue, nous avons parlé de l'insertion des jeunes, évidemment, nous avons parlé aussi de la formation. Aujourd'hui, il y a aussi quand même un autre problème, le problème des PME. Les PME qui aujourd'hui, les jeunes qui créent, on demande aux jeunes d'aller créer des entreprises parce qu'il n'y a plus d'emploi, l'État ne peut pas tout absorber tous les jeunes qui sont diplômés. Et la question des PME aujourd'hui, comment encourager l'entrepreneuriat local et comment accompagner les jeunes? C'est vrai que le candidat en a parlé, mais de votre position de journaliste, est-ce que vous êtes convaincu de tout ce qu'il a dit? Est-ce que c'est réalisable? Cette question des PME, de la création des PME et autres, est étroitement liée à la réforme du système éducatif. Dans la tête, dans le subconscient des Béninois, lorsque un enfant finit un cursus, il s'attend forcément à être recruté. Aller travailler dans un bureau. Aller travailler dans un bureau. Avoir un salaire de plus normal, le plus beau. Voilà. Vous n'avez jamais rêvé d'aller travailler dans un bureau? Le problème, d'accord, nous sommes dans un environnement. On n'a pas encore atteint les 14 millions à l'heure où nous parlons au Bénin. En 2026, on n'est pas 14 millions de Béninois. C'est un marché très petit. D'accord? Et lorsque vous observez la plupart des PME, allez regarder les profils, tout le monde fait pratiquement la même chose. Et souvent, vous voyez encore des amis, des copains qui rivalisent entre eux sur le même terrain. La réforme du système éducatif, il l'a dit tantôt, les lycées et autres, et je peux vous dire que cette partie du projet du candidat Wadahi n'est que la continuité du PAG de Patrice Talon. Qu'il vous souvienne qu'il a annoncé la création de 40 lycées. Et visiblement, personne ne voit des actions dans ce sens. Mais moi, je peux vous dire qu'il y a des actions. Moi, j'ai vu des lycées en chantier, un peu partout. D'accord. Mais lorsque vous allez dans ces lycées, quelles sont les filières que vous faites?
Et il a abordé le sujet en disant qu'il y a des filières qu'il faut se regarder dans les yeux et se dire, ça là, mettons une pause. Maintenant, tout ce que nous sommes en train de faire là, dans la perspective de quoi nous le faisons? Lorsque je vois encore des gens aller se faire former en comptabilité, en marketing et autres, massivement. Comptabilité, on peut aussi comprendre quand même. Je dis quand même comptabilité. Lorsque je vois tout ça et que j'observe que dans les banques, on fait de plus en plus la promotion des GAB. Il arrivera un moment où vous irez dans une banque et vous n'aurez pas d'interlocuteur avant d'opérer. Évidemment, dans certaines banques aujourd'hui, pour les dépôts même, on peut le faire avec des voilà. appareils. Donc, dans la perspective dans quelle perspective nous opérons les réformes? Et dans les curricula, je n'ai jamais vu, peut-être que ça existe, qu'il y a un module ou un chapitre qui est consacré à l'entrepreneuriat. On n'enseigne pas aux jeunes que pour devenir riche, il ne faut pas travailler pour l'autre, il faut travailler pour soi. Mais tout le monde ne peut pas. Et ce n'est pas tout le monde ne peut pas créer. J'ai commencé depuis un moment à faire la promotion. C'est vrai, nous avons déjà créé chacun dans son coin des PME. Mais il faut qu'on en arrive à des regroupements. Aujourd'hui, il est difficile aux Béninois de se mettre ensemble pour entreprendre. Ça, c'est des leviers sur lesquels il faut agir. Donc, c'est pour vous dire quoi? Oui, on veut promouvoir les PME. Mais promouvoir les PME, c'est d'abord l'environnement juridique qu'il faut bien sécuriser, améliorer, d'accord? Mais l'environnement juridique seul ne suffit pas. L'écosystème même. Et c'est là que je vais parler de la régionalisation du développement est un atout pour favoriser les PME. Alors, on a suivi le candidat qui parle des crédits et aujourd'hui, il a même parlé avec l'intelligence artificielle, il faut quand même accorder maintenant du crédit aux gens, juste en travaillant avec leur face. Mais la question du crédit pour les entreprises, notamment les PME, tout le monde sait comment ça se passe. La banque vous demande de venir déposer des garanties. Pour un jeune qui vient de commencer, et même s'il a les meilleurs succès parfois le plus souvent, il faut qu'il aille donner des garanties. Est-ce que vous pensez que entre ce que dit le candidat et la réalité du terrain, il n'y a pas un grand fossé? Et pourra-t-il arriver à combler ce fossé pour rassurer? On a pu voir aussi le gouvernement mettre en place un financement pour l'agriculture, le développement de l'agriculture. FNDA, quel est le bilan aujourd'hui? Vraiment, c'est une question qui me tenait à cœur. Il a abordé brièvement, mais je voulais intervenir sur deux aspects. Premier aspect, vous avez parlé des PME, mais je vous dis d'abord, le premier problème que nous avons, c'est le déficit d'information. C'est le déficit d'information. Pourquoi? Parce que au niveau du ministère qui se charge des PME, il y a beaucoup d'initiatives. Il y a des fonds qui existent. Mais quand vous prenez les jeunes qui entreprennent majoritairement, même moi qui suis ici, en tant que journaliste, je suis supposé quand même avoir certaines informations, mais j'ai découvert des opportunités récemment, ce qui veut dire qu'en réalité, nous jeunes qui voulons vraiment entreprendre, nous n'avons pas on n'a pas toutes les informations et on ne fait rien pour aller chercher cette information-là. Sinon, il y a de l'accompagnement qui existe. Vous avez évoqué le cas d'un jeune qui veut entamer ou bien qui veut débuter un business. Il y a un projet, s'il a un projet, même de l'étape d'idée déjà, l'État vous accompagne. Moi, j'ai découvert ça. L'étape d'idée. Il y a des experts qui vont travailler avec vous pour voir est-ce que ce que tu proposes là peut être viable sur le marché. Est-ce que ça peut intéresser? Est-ce que ça peut marcher dans 5 ans, dans 10 ans pour qu'il y ait une certaine pérennité? Ça se fait déjà. Donc, c'est pas... Il faut que nous... Parce que après tout, l'offre et la demande vont de pair aussi. Oui. Dans ce secteur-là, ça va de pair. Donc, il faut que les jeunes aussi cherchent à savoir qu'est-ce que l'État nous propose. Il a parlé d'écosystème. L'écosystème existant, qu'est-ce que ça nous propose? Qu'est-ce que nous avons comme avantage? Et c'est après ça, maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il faut améliorer. Deuxième chose, c'est que nous sommes dans ce que j'appelle la trop formalisation. Ce que je mets dedans, c'est quoi? Toujours avec l'exemple que vous avez évoqué. Un jeune qui vient de débuter. Et pour formaliser son entreprise, parce que quand il dit entreprise, c'est vague, parce que les secteurs, les exigences ne sont pas les mêmes.
Pour formaliser son entreprise, on lui demande qu'il doit avoir un cadre, c'est-à-dire un siège, il doit déclarer 2 ou 3 agents et qu'on appelle collaborateurs à la CNSS. Au fait, parfois, il y a une certaine contrainte qui font que les jeunes n'arrivent pas à tenir. Mais quand vous regardez les meilleures économies, en même temps, il y a l'informel aussi qui permet à l'économie de tenir. On a un exemple à côté, le Nigeria. Il y a l'informel qui permet de tenir. Je ne connais pas d'économie où il n'y a pas l'informel. Donc, permettez aux gens de vivre, ne serait-ce que de débuter, de faire une expérience avant de passer maintenant à l'étape de formalisation qui leur permettra évidemment d'avoir le soutien de l'État. Donc, au-delà de ça, la question de la formation, il a dit, on ne nous forme pas. C'est trop facile de venir dire aux jeunes. Si l'État doit attendre qu'ils commencent à avoir ce niveau avant de pouvoir leur demander de payer, on sait comment ça se passe 5 ans, on engage un peu de bénéfices, on fait cette entreprise, on crée une nouvelle entreprise, on évolue toujours comme une nouvelle entreprise. Ce sont des cas isolés, on ne va pas généraliser. La plupart des entreprises, lorsque vous prenez les entreprises au Bénin, leur durée de vie, c'est combien? Maximum, c'est 3 ans. On va laisser... Donc, je disais que sur la question de la formation, au fait, comme on ne nous dit pas comment il faut devenir entrepreneur, c'est facile. J'ai vu en 2017 ou 2018, j'ai vu une ancienne ministre du gouvernement de Patrice Talon, qui devait être l'un des premiers ministres à gérer l'enseignement, je ne vais pas appeler son nom, et qui disait que les jeunes, parce que c'était sur la question de l'inscription, les inscriptions sur le campus qui ne devaient plus être ouvertes à tout le monde, que les jeunes doivent aller entreprendre, que les jeunes doivent aller entreprendre. C'est facile de dire ça. Quand vous formez un jeune pour avoir le bac, je crois, ça doit être 13 ans, je ne dis pas des bêtises. Dans ce cursus, on ne lui a jamais, il n'y a pas une unité d'enseignement qui est dédiée à comment il faut entreprendre, à comment il faut créer de la richesse, à comment il faut créer une entreprise. On ne lui a jamais dit ça. Le gars, il vient à l'université, c'est un représentant de l'État, un ministre qui vient dire publiquement qu'il faut que les jeunes aillent créer de l'emploi ou bien aillent créer d'entreprises. C'est grave. Donc, il faut accompagner les gens, leur permettre de savoir comment ça marche. D'abord, les gros succès que nous voyons, les Tony et nous, mais tout ce que nous voyons, ce n'est pas des gens qui sont tombés du ciel. Non, il y a quand même une certaine structuration, il y a des idées, mais il faut les accompagner par la formation. Nous sommes à la fin de cette émission. Quand vous regardez le programme du candidat Wadayi, est-ce que vous n'avez pas idée de voir la vision 2060 en miniature? En l'entame de cette émission, je l'avais souligné. J'avais précisé que lorsque on a écouté, on a lu, puisque moi j'ai lu, j'ai parcouru le document brièvement, lorsque vous lisez le document, vous sentez qu'il y a une certaine synergie entre ce document et la vision prospective Bénin 2060 à l'AFIA. Et donc, c'est même heureux qu'on se rende compte que pour la première fois au Bénin, un candidat soit en synergie directe avec, d'ailleurs, cette loi, puisque d'ailleurs, la loi a imposé à tous les candidats désormais cette synergie. Donc, c'est heureux que le premier candidat qui nous ait livré son projet, ses ambitions, donc, nous ait montré que lui, il a parcouru ce document et que, en lien avec un pays de splendeur et tout, que lui, il est proposé pour un premier septennat une vision. Nous attendons certainement l'autre partie venir nous présenter ses ambitions. Pour finir en une phrase, ouais. Avec ce programme que vous avez vu, Paul Roupet a-t-il des chances de gagner face à Premier Wadayi? J'attends qu'il sorte son projet d'abord. Pour faire la comparaison. Sans comparaison, il n'y a pas... Vision 2060, ce programme de Wadayi et Mariam Tata Tchabizime, une similitude, un projet, en tout cas, miniature de la vision. Oui, c'est ce qui devrait être le cas parce que c'est un projet qui est calqué sur cette vision-là. Vu que c'est une loi, il l'a rappelé, c'est une loi. Qui sont des acteurs de cette vision. Justement, ça s'impose à eux. Moi, j'attends juste. Il y a de meilleures idées. On va voir la mise en application et ce ne serait que du tout bénéfique pour les Béninois. Un programme présenté qui réduit les chances de Paul Roupet ou alors il faut toujours attendre et espérer pour Paul Roupet?
les chances de Paul étaient déjà réduites avant la présentation du projet de société. Je suis désolé. Et on voit la mobilisation sur le terrain, on connaît les résultats des dernières élections. On peut prendre la parole ces derniers jours pour quand même la langue déliée. Il n'est plus le président modéré. Non, bon, vous savez, un candidat à la présidence de la République, c'est normal. Il joue crânement ses chances et moi, je l'encourage même à sortir encore un peu plus pour que le débat existe. Parce que là, on a comme l'impression que, bon... vous lui donnez espoir? Il a d'espoir. Ah bon? Oui. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vous avez certainement suivi les positions de nos invités, Yeda Foukoutiémé et Mathurin Atia, par rapport à cette vision de Roméa Wadaï pour la période 2026-2033. J'espère bien que le programme de société ou projet de société du candidat Paul Rouquet viendra véritablement pour nous permettre de faire une bonne comparaison. Ceci étant, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.